Bienvenue au live du Grand Forum du Patrimoine, un rendez-vous pour les professionnels du patrimoine, avec les professionnels du patrimoine. On démarre tout de suite avec un débat sur le thème « Quelle place pour le private equity dans les portefeuilles ?» Je suis avec deux professionnels, deux spécialistes de la question pour en débattre. D'une part, Sassane Golchani. Sassane, bonjour. Bonjour Frédéric. Sassane, vous êtes le directeur du développement de Pécan et pas Pécan. Et puis à vos côtés, Éric Hainaut. Éric, bonjour. Bonjour Frédéric. Éric, vous êtes responsable des relations partenaires chez Generali Investment. Tout à fait. On va commencer par faire un petit rappel sur le champ du private equity, parce que dans l'esprit des investisseurs, souvent, qui dit private equity dit défiscalisation, petite carotte fiscale. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Sassane ? Ça a été le cas. Ça a été le cas pendant de longues années, notamment à travers des formats bien connus des professionnels du patrimoine. C'était les FIP, les FCPI. Ouais. Où finalement on achetait une remise fiscale sur l'impôt sur le revenu. Et puis au bout de 8 ans, on s'apercevait que c'était parfois ça, parfois pas ça. Et que finalement, la qualité des actifs sous-jacents ne permettait pas le rendement qui était escompté dans les actifs réels, dans le private equity, dans le capital investissement en français. Et vous, du coup, chez Pécan, vous dites, nous, on vend pas un bénéfice fiscal, on vend un vrai support avec un bénéfice avec du rendement. En tout cas, on essaye et on va chercher effectivement des actifs sous-jacents de qualité. C'est ce qu'on appelle le private equity institutionnel. C'est la raison d'être de Pécan, c'est de donner accès au private equity de classe institutionnelle. D'accord. Où là, effectivement, sur les instituts, le bénéfice fiscal n'existe pas et les investisseurs vous attendent au tournant. Ils veulent du rendement. Ils veulent du rendement, c'est simple. Éric, vous confirmez cette approche ? Je confirme cette approche et je rebondirais d'ailleurs par rapport à ce que vient de dire Sassane sur le fait que les investisseurs maintenant recherchent vraiment plus une classe d'actifs, beaucoup plus que cet intérêt fiscal. Et c'est vrai que depuis des années, on voit que au même titre que l'immobilier et des infrastructures maintenant, il y a cette volonté des investisseurs, que ce soit des particuliers, que ce soit des professionnels, d'être investis sur cette classe d'actifs qui justement peut s'accompagner très très bien. Je trouve qu'il y a un marqueur qui montre bien que le non-coté, le private equity, est devenu une classe d'actifs à part entière, c'est que maintenant c'est accessible dans le cadre des contrats d'assurance vie comme n'importe quel UC. Exactement. Ça fait partie justement des solutions, en tout cas que Generali, nous on a souhaité développer, c'est mettre à la disposition des clients retail une offre qui va les accompagner sur le private equity. Là encore, Sassane l'a très bien dit tout à l'heure, c'est une classe d'actifs qui était pour les institutionnels, qui est malgré tout une certaine, on va dire, presque élite par rapport justement à cette volonté d'être investi sur cette classe d'actifs. Et ben, notre volonté à nous, c'est d'accompagner, on va dire, le plus grand nombre pour pouvoir être investi via notamment les unités de compte. Alors, ça peut devenir, certains véhicules deviennent des unités de compte. Pour autant, quand on regarde les SRRI, souvent on est niveau 7, c'est-à-dire on est au taquet en termes de risque. Oui, on est investi en equity, alors parfois en dette, c'est la dette privée, mais il y a un niveau de risque qui est conséquent et par conséquent, vous pouvez avoir un risque de perte en capital. Donc, c'est la contrepartie. C'est la contrepartie d'un investissement risqué en action. En revanche, on a une durée d'investissement qui est plus longue. On fait confiance à des équipes d'investissement qui font une sélection absolument drastique des dossiers. Et l'objectif, c'est de bénéficier en fait des performances du private equity dit institutionnel. Ce sont des chiffres de France Invest. Sur ces 15 dernières années, le private equity a rapporté 11,7% de TRI. Et c'est vraiment ce potentiel de performance qu'on va aller chercher. Si je peux dire juste un mot sur la partie unité de compte, pour moi, c'est le cœur du sujet. On est dans un univers de taux bas, le fonds en euros ne rapporte plus rien. Aujourd'hui, lorsqu'on discute avec des conseillers en gestion de patrimoine, il y a une réelle volonté d'allocation d'actifs totale et non plus de vente du fonds en euros. Et donc, c'est à ce titre-là que le private equity est, à mon avis, la prochaine frontière en matière d'investissement et que le private equity va suivre d'une certaine façon le parcours qu'a eu l'immobilier en s'intégrant de plus en plus dans les contrats d'assurance vie, alors qu'à l'origine, il n'était pas liquide. Et je peux vous dire que on discute chez Generali Investment, chez Pécan, avec des assureurs, dont Generali Patrimoine, qui est très en avance sur ce sujet, et on constate qu'il y a une volonté des assureurs de pousser le private equity de classe institutionnelle dans les unités de compte. Éric Hainaut, donc vous avez du private equity dans le cadre de contrats d'assurance vie. On est quand même sur une logique de long terme. Alors, c'est pas comme un fonds action coté sur lequel on peut rentrer et sortir
assez facilement. Alors justement, pour je dirais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, Frédéric, malgré tout, gardez en tête que les marchés actions aussi, c'est de l'investissement sur long terme. On a vu que sur les 18 derniers mois, les bourses ont rebondi de façon drastique et forte, et tant mieux parce qu'il y a eu cette mauvaise période qui a été le Covid. Mais gardez en tête que là aussi, sur le marché actions, il faut rester exposé longtemps. Là encore, sur le private equity, on est dans cette même logique, c'est-à-dire que, et ça l'a très bien résumé tout à l'heure, l'idée est avant tout de pouvoir accompagner un client sur du long terme par rapport à des investissements justement qui n'existent pas, enfin qui ne sont pas accessibles à lui via les marchés financiers. Directement. On est sur du non-coté. Et à partir de là, vous pouvez avoir justement une entreprise qui va très bien fonctionner, une autre entreprise qui va moins bien fonctionner. Et pour moi, ça fait partie justement de cette, on va dire, cycle sur lesquels les entreprises vont se développer. D'où une sélection drastique, d'où l'important d'avoir justement affaire à des professionnels qui vont sélectionner les bonnes entreprises dans lesquelles être investi. Eric, vous dites c'est comme les actions cotées. C'est vrai que les actions cotées, on n'y va pas pour 3 jours. L'horizon, c'est quand même 2, 3, 5 ans. Ok. Sur le non-coté, on est plutôt sur 5-8 ans. Ah, on est même quasiment, nous, à titre de General Investment, on recommande d'être investi sur du 8 ans minimum. Voilà. Pourquoi? Parce que on sait que vous allez avoir dans un panel d'entreprises qui vont être sélectionnées. Ça pose la question de la liquidité quand même. Parce que c'est bien beau de se dire j'y vais pour 8 ans, mais les accidents de la vie font que je divorce X, Y, Z, j'ai besoin de sortir. Il y a le prix de la performance. C'est vrai que Sasan évoquait des performances qui sont à 2 chiffres qui sont attractives. La contrepartie, c'est le niveau de risque, on l'a évoqué, et puis une liquidité. Exactement. Toujours dans cet aspect non coté, mais que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans le private equity, on va dire que l'antinomie entre l'assurance vie et le non coté, c'est toujours cette liquidité. Là encore, c'est qui va être porteur de cette liquidité, qui va accompagner les investisseurs et qui vont proposer justement une solution pour rendre un actif non liquide liquide. Et c'est là où Sasan l'a très bien dit, le rôle de l'assureur qui est là pour accompagner les investisseurs particuliers sur des classes d'actifs non cotés en rendant cette liquidité accessible. En filigrane, j'entends que vous travaillez avec un assureur qui a des contrats d'assurance vie qui apporte de la liquidité à vos véhicules de private equity, c'est ça? C'est exactement ça. Et bizarrement, il porte le même nom que moi, c'est-à-dire il s'appelle Generali. Voilà, c'est ça. Et donc là, vous n'êtes pas porte-parole de Generali l'assureur, mais c'est l'assureur qui assure la liquidité, qui se porte, comme on dit, contrepartie. Exactement. Le client a besoin de sortir et l'assureur va être contrepartie. Ce service, il est cher? Ce service, ça reste un contrat d'assurance vie classique. D'accord. Alors, j'ai pas les prix entre guillemets pour l'assureur. Et c'est pas votre business, vous n'êtes pas l'assureur. C'est pas mon l'assureur. business exactement, mais en l'occurrence non. Pour l'investisseur, c'est complètement transparent. La volonté justement de General Investment via l'une de ces plateformes qui s'appelle Lumina, ça a été de créer un véhicule avec justement pas de droit d'entrée, avec on va dire faire une unité de compte classique d'un produit de private equity. Ok. Peut-être, Sasan, oui. Frédéric, ne pas peut-être le rappeler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, ne pas confondre durée d'investissement et liquidité. On peut faire une confusion, mais c'est 2 choses différentes, puisque la durée d'investissement, elle est longue pour les actions cotées comme pour le non coté, mais par nature, le non coté n'est pas liquide. C'est un fait, et il faut que l'investisseur s'empare de cette non-liquidité. Et en s'emparant de cette non-liquidité, l'investisseur va positionner une partie de son patrimoine dont il n'a pas besoin à court et à moyen terme sur cette classe d'actifs non liquides pour pouvoir justement bénéficier de ces rendements à 2 chiffres. Et c'est bien la contrepartie de cette illiquidité qui permet aux équipes d'investissement d'investir dans des ETI matures et de les transformer pour aller chercher la valeur ajoutée qui y réside. Ce que vous nous dites, Sasan, c'est qu'il faut avoir une vraie stratégie sur le patrimoine. Entre le plus court terme, c'est l'épargne de précaution qui est mobilisable du jour au lendemain parce que ma voiture a flambé. Au plus long terme, où là, je vais être sur des choses qui ne voient pas du tout liquides, il faut que j'ai intégré. Et puis, entre les deux, je vais avoir des choses plus ou moins liquides. C'est ça, en fait, l'idée. Tout à fait. Il faut avoir une vision globale. Il faut ventiler, et c'est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine avec qui nous travaillons régulièrement pour pouvoir faire cette ventilation. Et Eric, vous confirmez? Alors, je confirme, et je vais même dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que le produit est liquide? Oui. Parce que justement, les assureurs vont de plus en plus être là pour garantir la liquidité aux investisseurs. J'ai besoin de sortir mon cash de mon assurance vie. Eh bien, comme tout contrat d'assurance vie, j'ai cette possibilité de le faire. Là encore, l'objectif, et ça l'a très bien résumé,
investissement sur le long terme. Pour moi, j'ai presque envie de dire, vous faites confiance à des professionnels par rapport à cette partie long terme de l'épargne, vous la mettez dans un coin, vous mettez, je vais pas dire un mouchoir ou ce que vous voulez dessus. Mais on laisse vivre, il y a un rythme laisse de vie. vivre, exactement. L'objectif, et ça l'a très bien dit, c'est des rendements très attractifs, très intéressants. Malheureusement, on le sait tous, il peut y avoir des rebonds, il peut y avoir des hausses, des baisses. Et une entreprise... Le cycle économique n'est pas linéaire. Exactement. Et je dirais qu'une entreprise dans laquelle on peut investir via le private equity, c'est beaucoup plus long qu'une action dans le sens où vous allez avoir cette fameuse courbe en J. Je ne sais pas si c'est quelque chose de familier pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, mais gardez en tête que au début, on perd forcément de l'argent. On perd forcément de l'argent lorsqu'on investit, même quand on investit dans on va dire un bien immobilier à un titre particulier, on a des frais de notaire, on a des coûts d'entrée, on a un emprunt qu'il faut rembourser, il y a un frottement, etc. Avec le private equity, c'est exactement la même chose parce que... Alors Eric, vous dites qu'il faut faire confiance aux partenaires, aux gérants. La confiance n'empêche pas le contrôle, vous connaissez la formule. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre nous parler un peu des solutions que vous poussez, de la façon dont vous gérez? Alors, pas de hard selling, on tartine pas sur le produit, j'ai le produit le plus blanc de blanc, mais concrètement, qu'est-ce qui vous différencie l'un et l'autre? Qui se lance? Eric, Sassane. Allez, Sassane. Alors, il est bon joueur. Merci Eric. Oui, après cette très belle victoire. Merci, exactement. Au Stade de France, allez, Sassane. Alors, notre première solution d'investissement est un FCPR sur la thématique du co-investissement. Ça s'appelle PECAN 2022, millésimé. Il n'est pas éligible en tant que tel au contrat d'assurance vie français. Il l'est dans les contrats d'assurance vie co-investissement, ça veut dire quoi? Le co-investissement, Frédéric, c'est lorsque vous montez avec une société de gestion spécialisée dans le private equity une opération de LBO, capital transmission, de capital innovation ou de capital croissance. Et vous êtes d'une certaine façon sur le siège passager puisque vous faites confiance à l'équipe de gestion du respect du business plan et de la création de valeur à l'intérieur de cette société qui a été sélectionnée. Et donc, la thématique de notre FCPR PECAN Co-investissement 2022, c'est aller sur cette thématique en faisant confiance aux meilleures équipes d'investissement. C'est un peu conceptuel, non? C'est intéressant, ça, c'est un peu conceptuel. Concrètement, il va y avoir quel type d'actifs? Il va y avoir un exemple. Alors, il va y avoir les meilleurs fonds de co-investissement, Ardian, LGT, Flexstone, Capital Dynamics et, Frédéric, des investissements en direct qui sont issus de notre deal flow, donc directement dans des entreprises matures. Et donc, en fait, on a 100 boîtes des ETI matures avec une diversification sectorielle, géographique et stratégique. Donc, il y a un mélange de vos convictions propres, entre guillemets, du titre vif, et puis ce que vous trouvez de mieux sur le marché. Exactement. Entre guillemets, c'est ça. C'est ça. Des fonds multigestionnaires, les meilleures équipes d'investissement sur cette thématique. Un titre vif que vos équipes ont identifié? Bianalisi, c'est un laboratoire d'analyse médicale au nord de l'Italie. On parlera à nos amis de Generali, qui nous a été renvoyé par Columna Capital. Et donc, ils sont dans une stratégie de build-up puisqu'ils sont en train d'agréger un certain nombre de laboratoires sur un marché très atomisé. Et donc, on a la possibilité d'investir avec le fonds directement sur cette société et on va participer à la croissance de ce secteur qui en plus est très porteur, c'est la santé, avec des perspectives démographiques qui sont très intéressantes, en tout cas pour cette thématique-là. Donc Bianalisi, c'est le premier de nos co-investissements directs à l'intérieur de notre FCPR. Ok, ça c'est très concret. Ok. Eric, même question, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Vous nous disiez tout à l'heure, il faut faire confiance aux gérants, d'accord, on vous fait confiance. Parlez-nous un peu du moteur. Alors, en l'occurrence, nous, je dirais que Generali Investment n'est pas spécialiste en private equity. C'est pour ça que on a fait appel à un troisième gérant qui s'appelle Adam Street Partners, qui est situé aux États-Unis, avec un track record depuis presque 45 ans d'existence, un peu plus de 49 milliards d'actifs sur gestion dans le private equity, et ce sont eux qui nous ont proposé justement une allocation par rapport à leurs différents fonds dans lesquels ils sont investis, sur le co-investissement, sur la dette, sur l'aspect primaire et secondaire du marché, et à partir de là, ils nous ont fait une allocation. Et le but du jeu pour nous, c'est d'être le plus diversifié possible, par rapport justement à l'ensemble de leur capacité d'investissement à travers le monde. D'où un produit qui s'appelle GF Lumina Private Equity World Fund, c'est-à-dire investir dans un peu plus 550-600 entreprises à travers le monde, sélectionnées avec la rigueur d'Adam Street Partners. D'accord. On sent chez l'un comme chez l'autre une volonté de diversification.
Tu me l'enlèves de la bouche. C'est indispensable. Il faut chercher cette diversification auprès des meilleures équipes et aller sur nos produits, j'ai envie de dire, vous avez accès à 85, 100 sociétés où vous allez avoir de l'Europe, des États-Unis, du reste du monde. Et c'est ça qui va, d'une certaine façon, réduire votre risque. C'est cette diversification qui est à la fois source de performance et d'atténuation du risque porté par l'investisseur. Ça, c'est fondamental. On a parlé de vous, enfin, en tant que société de gestion, de vos produits. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'investisseur, le portrait robot? C'est quoi l'investisseur en private equity, où il y a peut-être plusieurs catégories, plusieurs profils d'investisseurs en private equity? Alors j'ai un exemple là, parce que il vient de rentrer dans le fonds. C'est un conseiller en gestion de patrimoine de l'Ouest de la France pour un de ses clients qui vient d'avoir un patrimoine de 800 000 euros. Donc, c'est un patrimoine quand même important. Et il n'y aura absolument aucun fonds en euros à l'intérieur de cette allocation. D'accord. Donc c'est nouveau. Impressionnant, non, mais c'est bien, voilà. c'est bien. Et donc le conseiller me dit, Sassan, je voudrais avoir 10% de private equity de classe institutionnelle à l'intérieur de ce portefeuille. Et c'est vrai que notre FCPR permettait cette diversification, et donc il a mis un ticket de 80 000 euros, 10% sur notre FCPR. Ok, donc un portefeuille, déjà un investisseur avec une certaine surface financière. Eric, alors le retour d'expérience que vous avez, vous, sur les... Le retour d'expérience, c'est, on va dire... presque le même, dans le sens où c'est vrai que là, dans cet exemple que tu nous donnes, Sassan, c'est quand même un investisseur qui a un vrai patrimoine, une vraie capacité d'investissement et une connaissance du marché, en l'occurrence 0% de fonds en euros, pour travailler avec notamment des agents avec pas mal de CGP. C'est très rare, mais tant mieux, c'est une très bonne chose. Et il est sans doute bien conseillé par son conseil en gestion de patrimoine. Tout qui à dit fait. Le fonds en euros, il y a peut-être plus astucieux à faire. C'est exactement ça. Après, nous, notre volonté, c'est pas d'avoir un investissement, enfin, pas un investissement type, et je pense que Sassan l'a très bien dit aussi. Il faut avant tout des personnes qui soient conscientes qu'il y a du risque et sur lesquelles un conseiller va les accompagner pour leur dire maximum 10%. Pourquoi ? Parce que là encore, 85% des Français sont des investisseurs soit sécuritaires, soit prudents, soit équilibrés. Donc, on est quand même avec une classe d'actifs qui est risquée, sur laquelle, justement, il faut avoir des investissements long terme, on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais l'investisseur type va faire donc confiance à son conseil, et à partir de là, pour moi, ça va être une personne qui va être capable, dans nos produits notamment, vu qu'on a vraiment ciblé une clientèle retail particulière, pas de limite d'investissement en bas, pas de frais d'entrée. Le but du jeu, c'est de dire, bah voilà, si vous voulez essayer d'investir dans le private equity, c'est accessible à vous à partir de là, en fonction de votre profil de risque et en fonction de votre conseil, proposer une allocation. Mais là encore, je répète, pas plus de 10%, je pense que c'est important. Et Eric, j'ai l'impression que vous convergez avec ce que disait Sassan, 10%. Hein, c'est le poids qui vous semble à l'un et à l'autre raisonnable. Et c'est exactement. Alors, pour moi, c'est par rapport, je dirais, à une enveloppe globale, par rapport forcément à un contrat d'assurance vie, un contrat d'assurance vie ou autre, mais c'est vraiment une volonté de dire, on est sur un environnement risqué. C'est du non-côté, même si les assureurs vont apporter la liquidité. Gardons en tête que, monsieur le client, il y a un risque. Et pour moi, 10%, je pense que c'est bien. Sauf si vous avez un profil beaucoup plus dynamique, beaucoup plus offensif. Là, en l'occurrence, vous pouvez faire quelque chose de plus sympathique. Sassan, vous voulez compléter ? Oui, avec le petit élément de différenciation, c'est que si on n'est pas dans la chance d'être éligible en tant qu'unité de compte dans un contrat assurance vie, mais peut-être un jour. Mais peut-être un jour, avec l'aide de nos amis assureurs, gardez en tête que c'est une partie de votre patrimoine dont vous n'avez évidemment pas besoin jusqu'à un horizon de 10 ans. Et donc ça, il faut le rappeler, même si le secondaire va se développer de plus en plus sur le private equity. J'ai le sentiment qu'il y a encore un travail d'éducation à faire auprès des investisseurs en France. C'est vrai qu'on a été, entre guillemets, mal éduqués avec le fonds en euros qui nous apportait du rendement, de la garantie en capital et de la liquidité. C'est-à-dire, on avait trois choses. Et là, on est en train de réaliser que du rendement avec de la garantie en capital et de la liquidité, le trépied, c'était pas une hérésie, mais
dans la vraie économie, ça fonctionne pas, quoi. C'est vrai que le fonds en euros, alors, on est tous d'accord pour le dire, que ce soit avec Sassane ou même avec vous, Frédéric, qui est sur la place. Malheureusement, le fonds en euros est en train de mourir et au vu des taux, potentiellement, qui vont se relever l'année prochaine, il n'est pas prêt de se redresser tout de suite et les spécialistes expliquent que ce sera pas avant 4-5 ans qu'on devra retrouver des rendements intéressants. Donc, à partir de là, on va pas dire hérésie, mais cette exception à la française, parce que le fonds en euros n'existait que en France et n'a toujours existé qu'en France, garantir un capital sur un investissement et proposer des rendements intéressants, et ben voilà, il faut changer. Donc à partir de là, où est-ce qu'il faut aller? Prendre un petit peu plus de risques. Et comment on peut prendre plus de risques? Le private equity est devenu maintenant c'est le rôle des partenaires CGP que d'éduquer les particuliers qui ont été pendant des décennies abreuvés à la mamelle du fonds en euros, de leur expliquer que cette époque est révolue, qu'il faut un peu changer son mindset, enfin sa stratégie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, être capable de jouer sur le court, moyen et long terme, et que là, on est clairement sur du long terme. On est sur du long terme, et je le disais tout à l'heure, et ça le confirme aussi, 8 ans minimum sur un type d'investissement comme le private equity, c'est la base pour justement être serein. Votre expérience à l'un et à l'autre, les partenaires CGP ont intégré ce changement de paradigme et le fait que le patrimoine global, le patrimoine financier global doit se stratifier. Oui. En fait, court, moyen, long terme. C'est exactement ça. Et notre rôle avec Eric, finalement, c'est d'apporter une nouvelle corde à leur arc. Et cette corde, c'est le private equity institutionnel pour leur donner finalement un levier supplémentaire dans leur allocation d'actifs en allant chercher des investissements auxquels ils n'avaient pas accès. Si vous me le permettez, Frédéric, rappelez un point important. Le private equity institutionnel était entravé, était pénalisé par notamment des difficultés d'accès. Lorsque vous pouviez difficilement aller taper à la porte de Ardian, de KKR, de Blackstone, de PAI en disant bonjour, j'en veux. Et quand bien même vous ouvriez la porte et que on vous disait oui, il fallait mettre des tickets significatifs. Aujourd'hui, je vous le disais, dans notre fonds de co-investissement, vous avez accès à du Ardian. Si vous voulez accéder, le ticket, c'est quoi? C'est 3 à 5 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on allait chercher ces produits de classe institutionnelle et on les rend accessibles aux épargnants français. C'est avec un minimum de combien chez vous? Avec un minimum, aujourd'hui chez nous, de 5 000 euros, puisqu'on est un FCPR. Et puis, il y avait une autre aussi difficulté, et je terminerai sur cette seconde difficulté, c'est, je dirais, la souscription en tant que telle, la lourdeur administrative et les contraintes liées à la gestion des bulletins. Votre homologue, Eric Hainaut. Et il en dira un mot. Et nous, on a développé en fait une plateforme 100% digitale qui permet de sécuriser et de faciliter ce processus de souscription, tant pour le conseiller en investissement financier que pour son client. Et donc, c'est bien ces deux éléments combinés qui permettent de faire accéder au private equity institutionnel. Ok. Pareil, même question, Eric, facilité d'accès et puis ticket minimum. Alors là, en l'occurrence, Generali a souhaité justement proposer un produit qui n'aura pas de ticket minimum. C'est l'ouverture d'un contrat, 6 000 euros. Donc à partir de là, le but du jeu pour nous, Generali Investment, c'est évidemment de proposer au maximum cette gamme, de proposer au maximum ce produit. Et puis surtout, c'est que ce soit pour un client investi, on va dire, à 100 euros ou un client investi à 1 million d'euros, c'est proposer le même service et la même qualité dans les investissements qui ont été sélétionnés par l'accessibilité, qu'évoquait Sassane en disant... Alors, on simplifie, vous voyez, Sassane. Probablement, les téléspectateurs vont se demander pourquoi mon FCPR n'est pas éligible chez Generali. Alors, pourquoi? Mais peut-être il faudra le dire, parce qu'effectivement, on est un FCPR, donc agréé par l'AMF, ouvert à cette clientèle non professionnelle comme professionnelle. Mais un élément important que demandent les assureurs, c'est notamment l'appel en une fois. Et nous, notre FCPR est en appel successif, c'est-à-dire que lorsque vous vous engagez pour, on va dire, 80 000 euros pour investir dans ce FCPR, je vous appelle 20% au bout de 10 jours et ensuite, dans les 2 à 3 années qui suivent, je fais des appels successifs. En fait, je prends l'argent quand j'ai besoin de l'investir, ce qui améliore le TRI. Et ça, les assureurs ne peuvent pas encore le gérer. Donc, c'est la raison pour laquelle... on n'est pas loin du sur-mesure quand même. C'est-à-dire, vous prenez l'argent, vous dites à l'investisseur, sur les 80, j'en prends 30 aujourd'hui. Parce que j'investis dans Bianalysi, parce que j'investis dans Ardian, parce que j'investis dans FGT. Je trouve ça très vertueux, mais c'est vrai que ça suppose de la part et du partenaire CGP et puis du particulier d'avoir un peu de maturité
Parce que souvent, ce qu'on aime, c'est la solution qui fonctionne tout de suite, qui est un Oui. peu binaire. Exactement. Et c'est vrai, enfin, pour aller dans le sens de Sassan, et ce que vous disiez Frédéric tout à l'heure aussi, c'est une éducation et c'est un rôle important parce que on veut aller sur les marchés actions, on peut investir tout de suite. On veut aller sur le private equity. Bah là, en l'occurrence, il faut avoir du temps, il faut avoir justement des conseillers qui sont là pour vous accompagner et une épargne disponible en fonction des différents appels, en effet. Okay. Il y a une question que j'aimerais qu'on aborde, qui moi m'intéresse toujours, c'est le rôle dans le portefeuille. Souvent on dit le portefeuille, il y a une logique cœur satellite avec le dur, hein, le noyau dur c'est le cœur, et puis on s'amuse de façon plus ou moins tactique, avec plus ou moins de risques sur le satellite. Là, ça se pose en termes un petit peu différents, parce qu'on est sur du long terme, mais j'ai l'impression que c'est du cœur quand même. Comment vous répondriez à cette question? Oui, effectivement, c'est en train de là. D'une certaine façon, il y a une modification structurelle de l'épargne en France du fait de la disparition progressive et ou programmée du fonds en euros. Et donc oui, le private equity, les actifs réels vont entrer dans le cœur de la composition du portefeuille. Les avantages, je vais en citer deux, tu compléteras Eric, pour moi c'est aller chercher cette performance. Pourquoi, pendant des années, on est passé à côté d'une performance à 2 chiffres pour les épargnants français, c'était strictement réservé aux institutionnels. Donc, aller chercher la performance. Et deuxième avantage ou rôle, c'est une forme de décorrélation par rapport à la volatilité intrinsèque des marchés, puisque par nature, votre investissement en private equity ne va pas être sujet à cette volatilité. Eric? Alors, en complément, bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais c'est vrai que sur cet aspect, on va dire éducation, connaissance de la part des clients et surtout corps ou satellite, pour moi, il y a malgré tout, enfin après c'est parce que j'ai un biais, on va dire, avec les assureurs et avec l'assurance, c'est que malgré tout, il faut garder en tête, et on disait tout à l'heure 10%, je pense qu'en effet, une bonne allocation, c'est ces fameux 10%. On reste sur un petit peu du satellite parce que FCPR, donc il faut avoir une population qui est quand même éduquée, où justement les conseillers de gestion de patrimoine sont là pour faire cette éducation. Après, Sassan a complètement raison. Je pense que dans 5 ans, même moins, dans 3 ans, on se le souhaite, le private equity sera devenu justement quelque chose de ça va aller très vite, Frédéric. Il y a une dernière question que j'aimerais qu'on aborde. J'aimerais qu'on parle un peu d'argent. En termes de rendement, Sassan nous faisait rêver tout à l'heure en parlant de rendement à 2 chiffres. Vous confirmez? Alors, Eric? Premièrement, je confirme dans le sens où notre produit a une très belle performance et il a été lancé depuis le début de l'année et en 8 mois on est déjà à une performance à 2 chiffres, donc c'est exactement ça. Pour moi ensuite il faut garder en tête que le private equity doit surperformer sur le long terme, notamment les marchés actions, et pour moi les chiffres qui m'avaient été donnés par nos experts, c'est que sur les 15-20 dernières années on est à plus de 4,5% par rapport à une performance des marchés actions internationales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pardonnez-moi cette expression, mais en principe le private equity doit éclater votre portefeuille dans le sens l'éclater, le régaler. Oui, en termes de rendement. Toujours sur cette logique, on n'y touche pas. Faut être capable aussi. Parfois, les particuliers sont, je dirais pas hystériques, mais ils sont parfois on leur explique que c'est du moyen long terme, on le voit sur les fonds actions, ils disent oui, j'ai compris. Et puis, dès que ça chahute un peu, ils ont le nez dans le guidon, on dit, là, mais je comprends pas, mon fonds XYZ a perdu 3%, il a perdu 3%. C'est pas le sujet, quoi. Exactement. C'est vraiment, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette métaphore de mettre, entre guillemets, un petit mouchoir sur cet investissement. Faites confiance aux professionnels. Votre conseil vous a justement en principe donné une bonne allocation. Laissez vivre le produit et à partir de là, j'ai presque envie de prendre cette phrase de la Cité de la Peur, laissez la police faire son travail et faire les premiers informés. D'accord, ok. Non, mais je pense qu'effectivement la stratégie de long terme implique de la part d'investissement une certaine sérénité et être capable pas de lâcher prise, mais exactement. Et après, il y a un temps d'investigation. Une fois que je suis convaincu que le partenaire a le véhicule qui me convient, il faut être capable de laisser le temps faire son travail. Exactement. Et juste alors par rapport à ce que vous disiez Frédéric, on sait que les investisseurs ont cette capacité à regarder en permanence grâce au smartphone, grâce au contrat, etc. Et il faut, tant mieux, ça fait partie de la transparence et ça fait partie de la confiance qui s'installe à deux. Pour moi, en effet, il faut regarder régulièrement, trouver les informations, mais à partir de là, garder en tête qu'on est sur du long terme. Ok. Sassan, sur le rendement, c'est vous qui nous avez parlé de 10-11% tout à l'heure. 11,7% sur 15 ans, c'est France Invest. Un autre chiffre intéressant. Et puis on va bientôt conclure. Je vous sais féru de statistiques et de chiffres, Frédéric. L'importance également de faire une bonne sélection, puisque
les équipes de private equity du premier quartile dégagent 21% de performance. Et donc, il faut aussi avoir cette capacité d'aller chercher les meilleures opportunités d'investissement dans cette famille qui est très vaste. 2 derniers chiffres pour conclure. 640 milliards levés l'année dernière sur les 3 strates du capital investissement et plus de 15 000 sociétés dans le monde spécialisées dans le private equity. Donc, il faut être capable de naviguer dans cet univers aussi profond que vaste. Faut être capable. On va conclure, messieurs. Je vais demander à chacun, d'habitude c'est 20 secondes, mais là ça va être 10 secondes, de revenir sur votre promesse de valeur, comme on dit en marketing. Sasan, on démarre avec vous. Allez, en 10 secondes, qu'est-ce que vous promettez? Pécan, c'est une société de gestion spécialisée dans le capital investissement qui vous donne accès à une forme de diversification de private equity grâce à une plateforme 100% digitale. Ok, c'est bon. Tenu Paris tenu. Nous, pour General Investment, ça a été faire appel à un de nos spécialistes qui s'appelle Adam Street Partners, avec qui on s'est associé pour créer un fonds justement très diversifié pour proposer le private equity au plus grand nombre. C'est très clair. Eric Sasan, merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce débat sur quelle place dans les portefeuilles pour le private equity. C'était le live du Grand Forum du Patrimoine. On se retrouve bientôt.